Merci Paul. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous voir nombreux pour cette conférence de lancement du groupe de travail national sur la gazification hydrothermale. Avant de commencer, nous allons partager avec vous quelques bonnes pratiques pour le webinaire, ce que vous allez voir sur la prochaine slide. Alors, premier point, vos micros seront fermés pendant le webinaire. Vous pourrez poser vos questions via le chat dont l'icône discussion se trouve en bas au milieu de l'écran, comme vous le montre l'image sur le slide qui est projetée. Alors, tout en veillant à rester maître du temps, nous avons prévu plusieurs sessions de questions, soit à l'issue des différentes présentations, si vos questions y sont spécifiquement liées ou s'il s'agit d'incompréhension, soit à la fin du webinaire pour les questions plus généralistes, par exemple. Alors, dernière précision, vous entendrez sûrement le terme de GH pendant la présentation, c'est l'acronyme de gazification hydrothermale. Nous serons 3 animateurs pour cette session, en appui de GRT Gaz. Donc, il y aura Mathieu Morel, Violette Donat et moi-même. Un mot sur la structuration de la présentation, le sommaire. Donc, la présentation sera structurée autour de 5 parties. L'objectif est de vous présenter le potentiel de la gazification hydrothermale et les travaux engagés au sein du GT. Nous allons commencer avec une introduction d'une part sur la technologie de gazification hydrothermale et d'autre part sur la jeunesse du groupe de travail. Une deuxième partie sera consacrée au rôle de la gazification hydrothermale pour contribuer aux objectifs de l'économie circulaire, en particulier la valorisation des déchets. Il y aura une troisième partie sur les projets pilotes et démonstrateurs en France et en Europe, une quatrième partie sur le développement des business models et enfin une conclusion pour souligner les principaux défis et les objectifs de la filière. Alors pour l'introduction générale, je passe désormais la parole à Robert Mulke, directeur de projet gazification hydrothermale chez GRT Gaz. Bonjour. Malheureusement, je ne peux pas me remettre en vidéo. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. C'est très mal. Vous m'avez bloqué au violette. J'espère que vous m'entendez. On vous entend très bien, Robert. Par contre, je n'ai pas encore. Voilà, voilà, ça marche. Merci bien. Oui, voilà. J'ai la main. Bonjour à tous. Voilà, des petites mises au point. Voilà, que je puisse vous présenter cette introduction dans la thématique. Je suis très content de vous recevoir ici réunis avec nous sur cette conférence dédiée à la gazification thermale. On va aussi bien vous donner, vous apporter un maximum d'explications sur notre technologie, mais aussi sur la filière et les acteurs qu'on a réunis dans le groupe de travail que j'ai initié il y a quelques mois et qui aujourd'hui est composé de presque d'une trentaine d'acteurs. Alors, pour rentrer tout de suite, disons, avant de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, juste quelques indications sur les supports que vous avez à votre disposition, qui sont autant une vidéo pédagogique qu'une brochure pédagogique dans laquelle vous trouvez succinctement expliqué comment fonctionne cette technologie et quels sont ses principaux atouts. Et vous avez également un rapport qu'on a publié en fin 2019 qui a été réalisé avec l'appui de la société Enea Consulting, dans laquelle on a essayé d'identifier tous les gisements de biomasse liquide, humide et leur potentiel de production de gaz. Et c'est justement avec cette thématique qu'on va commencer, parce que dans toute technologie, bien sûr, on a besoin d'intrants. Et voilà les premiers éléments à ce sujet sont qu'on s'adresse uniquement à des biomasses, à des résidus et des déchets de biomasse liquide et humide. C'est-à-dire la présence d'eau est vraiment indispensable. Bon, c'est clair que quand c'est humide, liquide, la partie matière sèche est relativement faible, mais ce qu'on cherche dans cette matière sèche, c'est la matière organique. Elle doit être le plus riche possible, et dans l'organique, c'est surtout le carbone qui nous intéresse, parce que sans carbone, on ne peut pas produire du méthane. L'ensemble doit être resté pompable.
parce que dans le système de la gasification d'eau-thermale, qui a dans la particularité et de fonctionner à haute pression, ben, on a un risque de blocage du système par un simple effet de bouchon. Alors, on doit faire en sorte que l'intrant arrive avec une certaine concentration de matière sèche qui ne doit pas dépasser les 20%. Alors, pour revenir aux intrants, voilà les principaux groupes d'intrants auxquels on s'intéresse. Vous voyez que la répartition est assez différente en termes de quantité et les principales familles, si on peut dire, sont les effluents d'élevage, les boues et leurs digestats de boue dans les stations d'épuration, tout un groupe d'acteurs ou d'activités industrielles, dont en particulier les résidus de l'industrie agroalimentaire, mais pas que. Il y a aussi les papetiers, les chimistes, etc. On a quelques biodéchets. Et un groupe qui est très important, c'est, disons, aujourd'hui peut-être encore moins, mais déjà, on va dire, avec une taille quand même significative. Aujourd'hui, on est autour de 28 millions. Vous voyez que avec la progression de la méthanisation dans les années à venir, on estime que d'ici 2030, on passe à 120 millions, voire potentiellement à 400 millions de tonnes d'ici 2050 si la méthanisation voilà, progresse comme nous on le souhaiterait. Au niveau des procédés, voilà, avant de rentrer dans le schéma, juste quelques explications au départ. Nous avons une technologie qui a sa particularité, qui fonctionne à haute pression et à haute température, supérieure à 221 bars et supérieure à 374 degrés. Ces conditions de fonctionnement, pourquoi on les recherche, c'est parce que l'eau change ses propriétés et devient extrêmement réactive. Ça veut dire qu'on peut libérer assez facilement l'élément hydrogène qu'on cherche dans l'eau, parce qu'on veut le combiner avec le carbone qui se trouve dans la matière sèche. Le deuxième effet qu'on cherche, c'est qu'à ces niveaux de température et de pression, tous les solides précipitent dans le réacteur, c'est-à-dire ils tombent de manière gravitaire en bas, on peut les sortir et ils ne participent pas à la réaction qu'on cherche. Et cette réaction, c'est faire réagir le carbone avec l'hydrogène. Alors, pour rentrer un peu plus dans le schéma, vous voyez qu'on amène une biomasse brute qui peut avoir des concentrations de matière sèche relativement différentes. On concentre, on dilue pour l'amener à une concentration, on va dire, dite optimale entre 15 et 20%. C'est à chaque fois propre à chaque intrant. Et d'ailleurs, on comprime avec une pompe à une pression supérieure à 250 bars. Si à présence d'un séparateur de sel, justement, qui déjà en amont des gazifieurs fait précipiter les solides, voilà, on récupère à travers cet équipement tous les sels minéraux, les métaux lourds, et on garde plus que la partie liquide carbonée, et on introduit dans le gazifieur qui génère oui, un effet de bullage. On génère la conversion du liquide en gaz. Bon, cette conversion n'est pas parfaite. À la sortie, on a un mélange liquide gazeux qu'on sépare avec un équipement dédié à ça. Et vous retrouvez d'un côté de l'eau claire qui contient comme principal composant l'azote qui se trouve dans l'intrant au départ. Et de l'autre côté, le gaz qui est composé essentiellement de méthane. C'est un gaz riche en méthane avec de l'hydrogène, plus ou moins, selon l'intrant et selon la famille de la technologie, que je vous donnerai quelques explications après. Et on a aussi du CO2 et parfois aussi la présence d'hydrocarbures supérieurs que le méthane, type éthane, propane, des choses comme ça, qu'on peut tout à fait accueillir dans notre réseau. Voilà, et d'ailleurs, pour ce gaz qui reste à haute pression, on a une étape d'épuration qui nous permet d'enrichir le gaz en méthane et pour la préparer dans l'injection dans le réseau, soit aussi on peut également l'utiliser pour
la production de carburant type biogène B ou biohydrogène. Juste un petit focus sur les familles de technologies. On a deux groupes de familles, une avec catalyse qui fonctionne à peu près à 400 degrés et qui génère plus de CH, plus de méthane que l'autre groupe. En fait, la catalyse favorise la production de méthane et la baisse la température de réaction à 400 degrés. Sans catalyse, on est avec un gaz qui est plus riche en hydrogène et un peu moins en CH4, en méthane, et qui fonctionne à des températures plus élevées. Voilà, pour passer un peu à la partie des atouts, des plus-values de la gasification hydrothermale, en fait, il y a trois principaux atouts et qui sont aussi des potentiels de rémunération. Le premier, c'est d'abord un outil de traitement de déchets. On a une très forte réduction des déchets. On a une conversion de carbone qui est très élevée, supérieure à 90%, avec des microalgues, on a même atteint plus de 99%, ce qui veut dire on génère à un intrant égal à peu près 2 fois plus de gaz que, par exemple, avec une fermentation, une méthanisation. Et on génère d'ailleurs, vu que la conversion de carbone est très élevée, très peu de biochar, très peu de restes de carbone qui précipitent. Et on garde en essentiel des cendres qui sont composées de métaux et métaux lourds sous conditions qui se retrouvent dans les intrants, ce qui est parfois le cas, par exemple, avec les bouts de stations d'épuration. D'ailleurs, on a très peu de polluants atmosphériques, on n'a pas de NOx et très peu de CO. Et en tout cas, on reste largement en dessous des limites réglementaires. Et d'ailleurs, on produit, le deuxième grand atout, je vous en ai déjà parlé, on produit un gaz riche en méthane et on récupère des sels minéraux, notamment du phosphore, du potassium et d'autres. Avec l'azote soluble, on pense pouvoir en produire des fertilisants qui sont réutilisables en agriculture et on récupère quand même une grosse quantité d'eau. Il faut compter entre 60 à 75% de la masse intrante, on le récupère en forme d'eau à la sortie. Et voilà, notre volonté aussi, c'est de pouvoir réutiliser cette eau. D'autres atouts, un temps de conversion très rapide, une installation compacte et modulaire. Par la haute pression, on va être limité en taille du module. On pense que 3, 4, peut-être 5 tonneurs va être le grand max par module. On pense pouvoir atteindre un coût de production compétitif, sous condition d'abord que la biomasse intrante a un coût faible, voire négatif, et que l'État aussi nous apporte son soutien, au moins pour démarrer cette nouvelle filière. D'ailleurs, on a, et ça c'est très important pour n'importe quelle filière, on a besoin d'un haut niveau, haut rendement énergétique. Ça va être le cas, on pense pouvoir atteindre 70 à 75% de rendement global. Et si en plus on arrive à utiliser la température, la basse température, la chaleur fatale, comme on l'appelle, on peut même augmenter encore ce rendement. Et en bonus, l'essentiel à retenir, cette technologie permet d'éliminer toutes les bactéries, tous les produits pathogènes. Parfois, on trouve des restes de médicaments, des choses comme ça, voire des microparticules type microplastique également se convertit. Il ne restera plus rien. Alors, pour passer un peu à notre groupe de travail, quelles sont les motivations qui nous ont ramenés à nous rassembler? D'abord, c'est le traitement des déchets humides, qui, on le sait, pour plusieurs, ils ne sont pas ou insuffisamment valorisés aujourd'hui. Et cette technologie permet une quasi-intégralité de valorisation de l'intrant. Et on va vous donner quelques explications derrière. Et voilà, on pense que cet outil, ce mode de conversion permet de s'intégrer parfaitement dans les modèles d'économie circulaire, parce qu'on pense être capable de valoriser quasiment tous les sortants, comme on les appelle, tous les produits qui sortent de cette technologie, soit-ils gazeux, solides ou liquides. Et bien sûr, cette technologie, elle participe à la décarbonation de tous les secteurs d'activité. Et voilà, en dernier, bien sûr, on contribue à un mix de 100% gaz renouvelable avec les autres filières comme la méthanisation, la pyrogasification
et aussi le power to gas, que vous connaissez certainement par ailleurs, et c'est aussi bien vrai en France qu'au niveau européen. Nos objectifs dans ce groupe de travail, c'est d'abord voilà, rassembler les acteurs, multi-acteurs, multi-usages, ils viennent de différents secteurs d'activité, mais on a tous un intérêt commun. On veut faire connaître cette technologie, aussi bien au niveau territorial qu'au niveau national. On est motivé pour travailler et définir ensemble avec les acteurs, avec les pouvoirs publics, un cadre national qui permet de disposer d'une réglementation pour cette technologie, des mécanismes de soutien, et aussi on travaille sur les modèles d'affaires, et vous allez en entendre parler un peu plus tard. Et bien entendu, on veut aussi par cette initiative encourager, soutenir tous les initiatives qui ont été prises pour améliorer ce procédé, mais aussi les solutions dont on a besoin en amont et en aval de la technologie pour qu'on puisse au mieux s'intégrer dans cette approche d'économie circulaire. Et au final, bien entendu, ce qu'on cherche, c'est industrialiser cette technologie au niveau français, et ça au plus tard en 2025. Voilà, l'EGT, sa vocation, c'est devenir le principal interlocuteur auprès des pouvoirs publics et de tout autre interlocuteur, soit-il de la collectivité, soit de la société civile. En dernier, juste un petit aperçu sur les thématiques sur lesquelles on travaille. Déjà, il y a un cadre réglementaire à définir qui nous permet de respecter toutes les contraintes environnementales, de sûreté, de sécurité des installations qu'on projette. Bien entendu, on doit s'investir aussi sur toute la panoplie d'intrants. On a identifié entre 80 et 100 intrants différents. Et bien entendu, on a aussi une partie de travail sur les sortants pour être en mesure de les valoriser au mieux. On veut identifier aussi toutes les externalités positives comme négatives de cette technologie, les nombreuses plus-values, pour pouvoir voilà, en tirer un bénéfice maximal, aussi bien pour les acteurs que pour la collectivité. Ça se fait aussi à travers un apprentissage des projets pilotes et démonstrations existants. Vous allez en découvrir certains, et aussi par ceux qu'on veut monter en France. D'ailleurs, on a besoin d'initier quelques études, voire quelques développements technologiques spécifiques en complément de la technologie. On a besoin de définir des business models, et ils sont propres à chaque secteur d'activité, voire à des groupes d'intrants. Et vous allez voilà, entendre quelques informations par rapport à ça. Et bien sûr, derrière, on doit porter les intérêts de cette filière auprès des pouvoirs publics, des acteurs territoriaux et nationaux. Et en dernier, c'est ce qu'on a commencé à faire ici, c'est faire connaître cette technologie auprès de tous les acteurs cibles, et bien entendu aussi des médias et des pouvoirs publics. Voilà, je m'arrête ici et je passe la main à mes collègues. Alors Emma, on ne t'entend pas. Oui, Emma, on ne vous entend pas. Alors, si on n'entend pas Emma, peut-être qu'on peut directement enchaîner avec Adeline de Thomas de la Carène, qui va nous expliquer pourquoi la gazéfication thermale pourrait être un atout pour les collectivités locales, particulièrement le territoire de Saint-Nazaire, à travers ces atouts et comment ils s'insèrent aussi dans leur plan climat au niveau territorial. Je laisse la parole à Adeline. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Ah, formidable. Est-ce que c'est bon pour le canal anglais aussi? Parce que j'ai vu qu'il y avait des soucis. Ok.
Donc, bonjour à tous, je suis Adeline Thomas. Moi, je suis en charge notamment des questions de transition énergétique et climatique à la Carène, donc c'est l'agglomération de Saint-Nazaire. Je vais, pardon, prendre le contrôle. Excusez-moi. Voilà, l'agglomération de Saint-Nazaire. Donc c'est quelques photos, pour vous donner envie d'orienter vos vacances vers l'ouest de la France, mais aussi pour vous montrer que c'est avant tout un territoire, très industriel, mais aussi, avec des atouts environnementaux, d'intérêt, majeur, hein, certains de niveau européen. On a un certain nombre de zones en Natura 2000, évidemment, un estuaire, à la fois, industriel, mais très riche sur le plan écologique. Ce qui nous a, du coup, amené à faire un plan climat, une stratégie de transition, énergétique relativement, ambitieuse, hein. On est sur des, objectifs de production d'énergie renouvelable, notamment, très importants, tant au point de vue de l'électricité que de la chaleur renouvelable et du coup du biogaz, en parallèle. On a un plan climat qui, a vocation à intégrer l'ensemble des acteurs. C'est pas, juste centré sur les activités de la Carène. Du coup, il y a une forte, implication du monde économique notamment et des partenariats, à monter ou en cours, pour, aller chercher des solutions plus innovantes, pour accélérer la transition, énergétique. On a commencé en 2014 une démarche d'écologie industrielle à l'échelle de la zone portuaire, donc qui va de la raffinerie de Donges, à l'est, au bassin des chantiers de l'Atlantique à l'ouest, sur, toute la façade estuarienne de l'agglomération, avec l'objectif de mobiliser les principaux, donneurs d'ordre, pardon, économiques, en vue de développer des synergies. L'idée étant que, les déchets des uns deviennent les ressources des autres et c'est, complètement dans cette dynamique que s'inscrit le projet de démonstrateur de gasification hydrothermale qui est en cours d'étude de faisabilité aujourd'hui sur le territoire de la Carène, puisque, les intrants qui ont été, choisis, triés sur le volet, ce sont les boues de la station d'épuration, qui se trouve, sur la zone portuaire, donc en grande proximité du site sur lequel pourrait être implanté ce démonstrateur. Donc pour nous, c'est quand même un projet qui est à la fois, un projet de traitement de déchets, un projet de production de gaz renouvelable et une solution pour valoriser, localement des coproduits qui en sortiraient. Donc c'est complètement à la croisée de nos enjeux et de nos politiques publiques, à la fois, d'économie circulaire et à la fois, de transition énergétique et climatique. On est sur, pour nous une solution, certes, encore, à stabiliser, hein, on en a bien conscience, cependant, qui pourrait répondre à beaucoup de nos enjeux. La production aussi de minéraux, permettrait de sortir, les agriculteurs, localement des engrais, fossiles pour ceux qui les utilisent. De, et on pourrait également, sujet, intéressant en cours de réflexion de notre côté aussi, habilement, faire des liens avec les projets de réutilisation des eaux usées traitées, donc en sortie de station d'épuration, pour, des usages, que ce soit, agricoles ou industriels, ou voire de retour au milieu pour, réalimenter les nappes. Donc c'est vraiment pour nous, un projet qui, rencontre un certain nombre de nos enjeux et objectifs. On n'a pas parlé aussi, des enjeux de mobilité. On envisage la conversion de nos flottes à l'hydrogène. C'est le cas aussi de certains, logisticiens du secteur. Il se pourrait que ce gazéificateur, produise de l'hydrogène en sortie, en plus du CH4. C'est pour nous aussi une voie, d'étude intéressante et bon, Robert l'a dit, ça permet aussi d'éliminer les micropolluants et les micro-organismes et en cette période de crise, sanitaire qui s'éternise, c'est aussi, pour nous un levier, intéressant, notamment, politiquement pour, s'adresser cette fois-ci aux habitants du territoire directement. Donc en synthèse, la gasification hydrothermale, je l'ai dit, hein, pour nous, c'est vraiment une solution, de valorisation des bouts de steppe pour pouvoir répondre aux exigences réglementaires qui se durcissent, hein, on le sent bien. C'est de moins en moins facile de faire une valorisation agronomique de ces boues. Ça permet d'éliminer les micropolluants, on vient de le dire, et du coup de diminuer les risques sanitaires et ça contribue à augmenter sensiblement la part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique du territoire qui, étant industriel,
est quelque peu élevé, hein. On est à 6 fois la moyenne de la région Pays de la Loire sur le territoire de la Carène en consommation énergétique. Et si tout se passe comme prévu, ça devrait permettre de réutiliser les eaux usées traitées aussi en sortie de station d'épuration. Donc le challenge pour nous, comme pour tous les acteurs autour de ce projet de démonstrateur, bah, c'est bien de trouver un modèle économique qui permette effectivement de rendre possible ce projet. Voilà pour moi, j'espère avoir été claire. Je passe donc la parole, je crois, à Joël ou à Jean-Baptiste? À Jean-Baptiste qui a allumé sa caméra. Bonjour, vous m'entendez? Bien. Ouais, très bien. Ok. Donc, bonjour, alors moi c'est Jean-Baptiste Castin, je suis chargé d'études écologie industrielle et territoriale au CEREM Ouest et je vais vous parler d'économie circulaire et de gestion de déchets très rapidement. Alors, je vais vous présenter un diaporama qui s'intitule La réglementation de la gestion des déchets et résidus devient plus contraignante. Alors, l'économie circulaire est née de la prise de conscience de la raréfaction des ressources et du besoin de les économiser, c'est-à-dire limiter le gaspillage et faire des déchets de nouvelles ressources par le réemploi, le recyclage ou la valorisation. Ainsi, depuis août 2015, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, LTECV, inscrit le concept d'économie circulaire dans la loi française. Et en 2018, le concept est également inscrit dans l'article 1 de la Constitution française et confirme que la transition vers une économie circulaire est un objectif national, mais également l'un des piliers du développement durable. Et également vise à atteindre une empreinte écologique neutre dans le cadre du respect des limites planétaires et à dépasser le modèle économique linéaire. Alors en France, on a l'objectif de la feuille de route pour l'économie circulaire, la FREC, du 23 avril 2018, qui a pour objectif d'accélérer la valorisation des biodéchets. Nous avons également, plus récemment, la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, la loi AGEC. En France, c'est le plan national de gestion des déchets qui compile l'ensemble des mesures, des orientations législatives et réglementaires, etc., et constitue donc un levier majeur pour réduire la quantité de déchets produits et encourager leur valorisation. Alors, je vais juste prendre l'exemple, donc, à la suite de la présentation d'Aline Thomas, l'exemple de la valorisation des boues de steppe. En France, donc, c'est 70% des boues d'épuration qui sont valorisées par co-compostage ou par épandage. Également, on a une limitation de l'incinération par traitement thermique, et ça, c'est en cohérence avec la majorité des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets en France. Et nous allons également vers une suppression progressive de la mise en décharge, de la mise en ISD, conformément à la directive européenne du 21 mai 1991 sur les eaux résiduaires. La valorisation matière et le retour au sol des boues de steppe est largement encouragé en France. Cependant, on observe des évolutions réglementaires qui posent la question de la pérennité des filières de valorisation des boues et de leur digestat. Alors, il existe donc de nombreuses incertitudes pour cette filière boue. Nous avons en cours un projet de décret dit de socle commun relatif aux critères de qualité agronomique et d'innocuité pour les matières fertilisantes et les supports de culture, les MFSC, qu'on attend pour juin 2021 et qui devrait être effectif à partir du 1er juillet 2021. On a également connu, et on connaît encore, un épisode d'épidémie au Covid-19. Donc l'agence, en réponse à cette épidémie, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a émis un avis pour recommander l'interdiction d'épandage des boues d'épuration qui n'auraient pas été hygiénisées ou stabilisées depuis 1 an. Donc ce n'est pas sans impact sur les collectivités qui doivent gérer ces déchets-là. On a également une remise en question de la filière compostage avec l'interdiction de mélange des boues avec d'autres biodéchets, notamment des déchets verts. Et là, on a un autre projet de décret qui est en cours de consultation par le ministère de la Transition écologique. Donc, ce contexte général est propice au développement de nouvelles voies de valorisation et de recyclage des déchets. Donc, comme je viens de l'expliquer, par le durcissement réglementaire pour l'épandage ou le compostage des boues et des digestats, notamment en lien avec la présence des micropolluants, des pathogènes, des métaux lourds,
On a une augmentation aussi depuis plus d'une dizaine d'années croissante de la TGAP, donc de la taxe générale sur les activités polluantes. Et il existe également des enjeux autour des minéraux précieux qu'il faut valoriser, comme le phosphore, donc boucler les cycles biogéochimiques, lutter contre les phénomènes d'eutrophisation des masses d'eau, sortir de la dépendance des importations en roches phosphatées, etc. Il faut savoir que en Suisse, le phosphore doit être récupéré obligatoirement à partir de 2026 et en Allemagne d'ici 10 à 15 ans. Donc, on va observer une forte augmentation du nombre et de la quantité de biodéchets dans un avenir proche et de nouveaux outils de dépollution permettant une valorisation matière et énergie doivent être développés et déployés dans le respect du Code de l'environnement. Ainsi, la gazification hydrothermale apparaît comme un outil pertinent pour répondre aux enjeux réglementaires et d'économie circulaire pour la valorisation de certaines boues de steppe, mais également pour d'autres biomasses liquides. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, une fois que Jean-Baptiste a réalisé sa présentation, nous allons passer à Joël Tanguy de Nevesus, d'expliquer l'impact sur les déchets, et résidus liquides et leur transformation. Bonjour à tous, je suis dans le noir. Donc Joël Tanguy, président de Nevesus, bureau conseil en valorisation des déchets des matières organiques. Donc, comme vous avez pu l'entendre précédemment, en amont, de nombreuses matières ont été identifiées pour être valorisées sur cette technologie de gasification hydrothermale. Entre 80 et 100 produits, 100 matières ont été identifiées. Différentes donc, compositions de ces matières, une ressource valorisable qui est constituée du phosphore, de la matière organique, de l'eau, puisqu'on est bien en phase liquide, et aussi différents polluants comme les micropolluants organiques, les composés traces organiques, microplastiques, les hormones, on en a parlé, les résidus médicamenteux et les micro-organismes pathogènes. Donc, c'est une réponse tout à fait aux enjeux territoires et aux contraintes réglementaires, puisque toutes ces matières entrées dans la phase gasification hydrothermale sont montées en pression et en température, comme vous l'a expliqué Robert. Et dans une première phase, nous récupérons les minéraux. Et dans ces minéraux, nous avons entre autres un paramètre qui est intéressant à recycler, qui est le phosphore. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, il y a le réacteur derrière catalytique ou non, suivant la technologie choisie. Et derrière ce réacteur, nous allons donc avoir une eau épurée, riche en ammonium, qui peut être valorisée sur différentes filières. Il y a actuellement des différentes possibilités regardées, aussi bien sur la filière microalgues que la réutilisation pour l'irrigation, mais aussi la possibilité de constituer des engrais. Donc, bien sûr, on a notre syngaz produit CH4 ou hydrogène, suivant encore une fois le type de réacteur, catalytique ou non, plus ou moins important, et un gaz faible qui est aussi revalorisé, et une valorisation du CO2 possible après épuration. Donc, on répond à différentes réglementations, la MAFOR, la matière fertilisante organique d'origine résiduaire. Les projets de décret du socle commun, on en a parlé Jean-Baptiste tout à l'heure, et les enjeux du phosphore sur la partie du recyclage. Donc, on peut carrément facilement intégrer l'AGH au contexte local dans une approche d'économie circulaire. On a pris ici l'exemple des boues, comme nous l'a évoqué Adeline tout à l'heure. Si on prend les bouts de la station d'épuration qui sont orientés vers cette technologie de GH, et derrière, on peut avoir plusieurs cycles de valorisation qui soient vers la mobilité décarbonée, le GNV ou bio-GNV, l'injection dans le réseau gaz. En plus, avec un maintien de pression à cette technologie, on peut même l'injecter dans le réseau GRT. La réutilisation des eaux vers de l'irrigation. On a le résiduel des minéraux après récupération du phosphore qui peuvent aller sur l'industrie cimentière.
Et la partie phosphore récupérée peut aller sur la production de fertilisants, qui serviront au monde agricole, donc à l'alimentation humaine et animale, qui vont à leur tour générer des eaux usées pour aller vers une phase traitement de station d'épuration et reboucler vers les bouts de la station d'épuration, vers la gazéification hydrothermale. Donc là, un exemple concret d'intégration de la technologie qui est une belle démonstration. Donc ça permet de créer des synergies industrielles intégrées au territoire. Ça permet aussi de s'appuyer sur des démarches existantes ou à créer, dynamique d'économie circulaire, et qui a vraiment tout à son intérêt. Les flux sortants, puisqu'on les a évoqués, mais ils sont de nombreuses externalités positives sont attendues. Plusieurs sont en analyse. Donc, on a les flux en minéral, dont je vous ai parlé tout à l'heure. On peut récupérer le phosphore. On peut aller sur différentes typologies de valorisation, dont là l'exemple du struvite avec le phosphore. On peut aller en cru cimentier, je l'évoquais tout à l'heure. L'eau chargée en ammonium peut aller sur le mélange avec le phosphore pour aller vers du struvite aussi, mais on peut aussi l'orienter sur de la culture de microalgues. La partie au ammonium peut aussi aller sur des séparations membranaires si on veut récupérer encore mieux la partie ammonium pour aller en fertilisant. Enfin, vous voyez, là, les flèches vont un peu dans tous les sens, mais ça montre l'intérêt de cette technologie d'avoir beaucoup d'externalités, beaucoup de typologies de valorisation. Et bien sûr, le CO2 récupéré, l'azote récupéré, on en a parlé, et le syngaz, qui est quand même la base, l'objectif de départ, puisque, comme le disait très bien Robert tout à l'heure, en comparaison à la méthanisation, non pas pour mettre en concurrence, mais on est à peu près quasiment à 2 fois la production d'une méthanisation pour la même quantité de matière entrée. Donc, voilà, une valorisation qui est vraiment optimisée et qui peut s'orienter vers la mobilité. Une mobilité qui est quand même une source aujourd'hui d'émissions de gaz à effet de serre qui n'est pas neutre. Et la partie GNC ou CNG peut être très intéressante pour la mobilité, en sachant en plus, suivant le choix d'épuration et suivant la typologie, on peut s'orienter demain vers de l'hydrogène. Voilà, donc une solution technique et économique des différentes valorisations, c'est encore des choses à finaliser. Boucler, optimiser les cycles du phosphore, de l'azote et du carbone. Et bien là, c'est tout le développement en cours, et développer bien sûr de nouveaux modèles d'affaires, puisqu'on est sur une technologie qui reste encore quelques petits TRL de validation, et sur lesquels on a un grand espoir et qui s'intègre parfaitement, vous avez pu le voir, dans les problématiques actuelles. Hop, je vais laisser la main. Oui, merci Joël. Nous allons désormais passer à la deuxième partie de la présentation sur les pilotes et démonstrateurs. Je passe la parole à Tristan Rigou, chef de programme pour la Direction nationale recherche et développement chez GRDF. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous me voyez, si vous m'entendez. Très bien, pour les deux. Très bien, je vais reprendre la main de la présentation. Voilà, je crois que ça marche. Voilà, bonjour à tous. Donc, je suis Tristan Rigou, je suis responsable, je dirige des programmes de recherche et développement pour GRDF. Par contre, je ne sais pas si vous me voyez. Si, très bien. Si, c'est bon, très bien. Et donc, je travaille plus particulièrement sur la valorisation des intrants liquides, dont les boues et les lisiers. Alors, je vais vous présenter les projets pilotes et les démonstrateurs qui existent déjà en France et en Europe. Il en existe aussi en dehors de l'Europe, mais on va se limiter aujourd'hui au continent. Alors, il y a aujourd'hui, comme vous le voyez sur le schéma, une dizaine de projets pilotes et de démonstrateurs en Europe. Vous voyez qu'il y en a un peu dans tous les pays. Si on commence en bas à gauche, vous voyez qu'il y en a en Espagne, à Cad. Il y en a un en France, donc c'est le CEA qui d'ailleurs fait partie du groupe de travail, qui a un prototype
que je vous montrerai tout à l'heure. Il y a ensuite les Pays-Bas. Alors, c'est le pays, vous le verrez, qui est largement le plus avancé aujourd'hui, puisque vous voyez en bas à droite, ce n'est pas une photo de synthèse, hein, c'est une vraie photo. L'installation qui va vous être présentée plus en détail tout à l'heure et qui est une véritable installation industrielle. Vous avez ensuite de nombreux travaux qui ont été faits en Allemagne, notamment par le Karlsruhe Institut. Vous avez aussi la Suisse, avec notamment Treatec qui vous présentera son pilote, qu'on verra tout à l'heure, ou plus exactement celui qui a été fait en collaboration entre Treatec et le PSI. Voilà, donc déjà, vous voyez que c'est une filière jeune, mais une filière dans laquelle il y a déjà de nombreux prototypes, et même plus, hein, puisque vous verrez qu'on est déjà passé aux Pays-Bas au stade industriel. Alors, pour ce qui nous concerne, évidemment, on est particulièrement attentif au développement de la gazéification hydrothermale en France. Alors, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, il y a déjà un prototype qui existe à Grenoble. Donc, vous le voyez en photo. Alors, la photo n'est pas grande, mais vous devinez, vous voyez que c'est un prototype. C'est un prototype d'ailleurs qui va être refait dans le courant de cette année pour l'améliorer. Ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Alors, ce que l'on prévoit maintenant, c'est déjà pour cette année 2021 d'identifier les cibles, c'est-à-dire quel type de pilotes et de démonstrateurs on a besoin de réaliser en France pour ensuite passer à l'étape suivante. Et au-delà de l'identification des cibles techniques, on souhaite travailler à la création de consortiums, c'est-à-dire de regroupements de plusieurs entreprises qui vont être capables à la fois de concevoir, de réaliser et de financer, et évidemment, in fine, exploiter une première ou des premières installations. On a parlé tout à l'heure du projet de la Carène, mais on souhaite qu'il y ait d'autres projets qui émergent. Ça, c'est pour 2021. On espère et on pense qu'il est possible de réaliser un pilote ou plutôt un démonstrateur pré-industriel dès l'année 2022. Alors peut-être que ce sera plutôt 2023. Là, on arrive à une taille qui permet de vraiment préfigurer une installation industrielle. On serait quelque part aux alentours de la conversion d'1 tonne par heure. Alors ce sera peut-être moins. Là, on a mis entre 200 kilos et 2 tonnes. Ça fera justement partie des travaux qui seront faits cette année pour savoir quelle est la meilleure cible technique dont je parlais tout à l'heure. Et puis, on peut tout à fait imaginer, enfin, et même plus qu'imaginer, puisque c'est réalisable, à savoir la réalisation d'une installation industrielle. Donc là, on sera aux alentours de 4 à 20 tonnes par heure. Comme l'a dit tout à l'heure Robert Mulke, ce sera plutôt sous forme de modules. Donc, en fait, ce sera, suivant le nombre de modules, on aura une taille plus ou moins importante. Ce qui revient quand même à des puissances installées très importantes, hein, puisque, alors, suivant les rendements de conversion, un certain nombre d'hypothèses, on peut imaginer qu'on aura une production de l'ordre de 30 à 150 gigawattheures par an, ce qui sont des puissances, enfin des énergies importantes. Alors, en conclusion, il s'agit de réussir l'industrialisation de cette technologie, de cette filière de façon plus générale, et ça en France. Alors, qu'est-ce que nous faisons au sein du sous-GT qui travaille sur les pilotes et démonstrateurs industriels? Eh bien, déjà, notre premier travail, qui est déjà bien entamé, c'est établir un retour d'expérience de tous les pilotes et les démonstrateurs qui existent, ceux qu'on vous a montrés, et ceux qui sont également en cours de montage. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, qu'on fait d'ailleurs parallèlement, c'est qu'il s'agit de déterminer quelles seront les conditions favorables pour le développement de ce pilote et ces démonstrateurs pré-industriels. Alors, cela a différents points de vue, puisque tout est important. Il y a évidemment les aspects techniques. Il y a aussi, bien entendu, les aspects financiers, puisqu'il va falloir
financer ces installations qui sont quand même relativement coûteuses. Hein. Il s'agit de l'ordre d'une dizaine de millions d'euros quand on arrive au stade pré-industriel. Il y a tous les aspects réglementaires, puisque la réglementation aujourd'hui n'est pas adaptée à la gasification hydrothermale, hein, puisque c'est une technologie qui n'existait pas. Il y a aussi toutes les questions d'implantation territoriale, à quel endroit implanter ce type d'installation pour qu'elle soit le mieux possible intégrée dans une économie circulaire telle qu'on l'a vu tout à l'heure. Et puis la troisième partie, ce sera de soutenir le montage de projets pilotes, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, de quelle façon? D'abord, c'est de proposer les cibles techniques. Hein, je l'ai évoqué tout à l'heure, la taille, le type d'intrant, la technologie, avec ou sans catalyseur, par exemple, et les adapter au site d'implantation. Alors, est-ce que ce sera plutôt vers une station d'épuration? Est-ce que c'est plutôt sur une plateforme industrielle? Voilà. Tout ça est à regarder. Ça fait partie des travaux de notre sous-groupe de travail. Il y a aussi évidemment toutes les sources de financement. Alors, il y a évidemment besoin au début, pour lancer la filière, de subventions publiques, mais il faudra aussi s'adresser au capital risque, au financement, qu'il soit privé ou public. Et puis ensuite, toutes les questions liées au portage et à la configuration de ces projets pour réunir les acteurs nécessaires. Merci Tristan. Voilà pour cette partie. Je vais passer la main à Gaël Pagne, directeur technique de Triatech, qui va maintenant vous présenter la première unité pilote développée par son groupe en Suisse. Là, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Vous me voyez? C'est tout bon? Très bien. Super. Alors, voilà, donc j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter notre toute nouvelle unité pilote de gasification hydrothermale catalytique. Donc, tout d'abord, cette technologie a vu le jour au début des années 2000 à l'Institut Paul Scherrer et elle est développée par le groupe du professeur Frédéric Vogel. Notre société, Triatech, est une spin-off de l'École polytechnique fédérale de Lausanne et nous travaillons depuis quelques années maintenant avec l'Institut Paul Scherrer dans le développement et la commercialisation de cette nouvelle technologie. Donc voilà une image de notre nouvelle unité pilote. Donc celle-ci a été construite à l'Institut Paul Scherrer, hein, donc on reste dans un milieu académique. Sa construction s'est achevée en août 2020 et depuis septembre 2020, on est entré dans une phase dite de mise en service de l'installation. Donc vous pouvez voir dans le tableau aussi les différentes caractéristiques de l'installation. On peut travailler à un débit maximal de 110 kHz. On va se focaliser durant les premiers tests sur les bouts d'épuration, hein, notamment les bouts digérés, mais bien entendu que par la suite, on est très intéressé aussi de tester différents types d'intrants. On peut donc voir qu'on travaille aussi à une température de 400 voire 450 degrés au maximum, hein, donc ça reste une faible température hein, par rapport aux autres procédés non catalytiques. Et bien sûr, notre objectif principal avec cette installation, c'est de montrer en fait qu'elle est capable de traiter notamment les bouts d'épuration de manière très stable. On va aussi devoir démontrer la faisabilité d'extraction des minéraux, hein, afin d'éviter tout encrassement du procédé. On va devoir déterminer aussi la possibilité et l'efficacité du catalyseur hein, pour convertir la fraction organique de l'intrant en gaz renouvelable. Donc ça, c'est un peu notre mission, nos différentes missions avec ce nouveau pilote. Maintenant, je vais vous montrer des vraies images de l'installation. Donc là, on voit une photo d'image frontale. On peut donc voir la zone où les bouts sont injectés à haute pression. On utilise aussi un échangeur de chaleur donc pour préchauffer l'intrant et pour le liquéfier. Donc on peut voir sur l'image de droite, donc un empilement sur quatre niveaux. Maintenant, on va passer sur l'image suivante. Voilà. Donc là, on voit donc l'arrière de l'installation. On a donc la vue sur les 4 réacteurs. Hein. On travaille avec 4 réacteurs, dont 3 ayant un volume de 50 litres et un volume de 200 litres. Donc l'idée là aussi, c'est d'avoir une certaine flexibilité. C'est-à-dire qu'on peut travailler avec soit un réacteur, 2, 3, voire 4 réacteurs en série. Donc ça sera vraiment évalué en fonction des différentes campagnes de tests que nous allons réaliser. Sur la partie de droite, on a donc un container avec différentes cuves. Et en fait, c'est l'endroit où on va simplement collecter les différents échantillons qui seront produits lors des tests. Donc voilà, pour terminer, je vais vous montrer un peu notre feuille de route hein, pour ces prochaines années. Donc, on devrait terminer la phase de mise en service d'ici à peu près un mois. Il nous reste à effectuer les tests de pressurisation à chaud. Et ensuite, on va aussi faire des tests avec des molécules modèles qui sont
simple, assez facile à traiter, hein, notamment du glycérol. Ça va nous permettre déjà de produire du gaz. Donc, on verra déjà comment fonctionne l'installation lorsqu'il y a production de gaz. On va aussi vouloir injecter différents composés modèles contenant des différents teneurs en sel. Donc, on pourra aussi évaluer les performances du séparateur de minéraux qu'on utilise. Et une fois cette phase terminée, d'ici le début de l'été, on va commencer les tests avec les boues digérées. Donc voilà, on va commencer avec de faibles cécités, hein, donc on va commencer à 5%, et si tout va bien, on va progressivement augmenter jusqu'à à peu près 15% de teneur en matière sèche. Clairement, hein, on reste en milieu académique, donc l'idée c'est de faire des tests, voilà, des campagnes de tests d'une durée d'environ 1 à 2 semaines. D'ici la fin de l'année, si tout se passe bien, on va vouloir aussi installer notre pilote directement dans une station d'épuration, donc dans un environnement réel. Donc là, l'idée, clairement, c'est non plus de travailler 1 ou 2 semaines, mais plusieurs mois en 24/7. Et c'est là qu'on pourra vraiment évaluer la fiabilité de cette technologie de gasification hydrothermale catalytique. Et maintenant, la dernière phase, bien entendu, c'est avant la phase de commercialisation, c'est la construction d'un démonstrateur pré-industriel dont la taille sera comprise entre 1 à 2 tonnes. Et ceci nous permettra justement de démontrer que cette technologie est totalement viable et faisable économiquement et technologiquement. Donc voilà, je vous remercie à tous et je vais passer la parole à Robert Moulquet. Merci Gaël. Donc Robert, je vous repasse la parole pour que vous puissiez nous dire quelques mots sur le principal projet de démonstrateur situé aux Pays-Bas et qui constitue au niveau mondial le plus grand projet pré-industriel de la gasification thermale. Je tiens à préciser que les slides que vous allez voir ont été, il y en a un accord tacite avec S-System qui n'a malheureusement pas pu participer à cette conférence, qui avait été sollicité, et qui nous laisse en tout cas présenter les grandes lignes de leur projet et de leur évolution. Voilà, je reprends. J'espère que maintenant je suis bien sur le canal français. Mathieu, tu peux confirmer ça? Moi, je peux juste entendre que sur le canal français, tout se passe bien, on te voit et on t'entend bien. Alors, très rapidement, sur ce projet de démonstration aux Pays-Bas, qui a été développé par le développeur SCW Systems de la technologie et qui a été soutenu ou qui est soutenu par son partenaire Gasunie, Gasunie étant l'équivalent hollandais de GRTgaz en France. Le projet a lieu à Alkmaar, au centre des Pays-Bas. Il est composé jusqu'à maintenant de 2 phases. Une première phase expérimentale qui est constituée à tester un démonstrateur de 2 tonneurs. Vous voyez en bas défilé, qui dans les premiers essais ont été réalisés en 2018. En Robert, 2019, excuse-moi. Oui. Apparemment, on entend aussi encore le français quand tu parles dans le canal anglais. Je suis désolé de t'interrompre. Ouais, je ne sais pas comment je peux modifier ça. Est-ce que dans le petit globe interprétation, tu es dans le bon canal? Il est désactivé, je peux mettre en français, voilà. C'est mieux comme ça. Je ne sais pas te dire. On peut faire un essai? Voilà, moi je parle là-dedans, mais pour moi, c'est maintenant, je suis en français là. Ok. J'espère que ça marche. Désolé Parfait. pour ça. Bon, bref, pour reprendre ma présentation, voilà, en 2019, ce consortium a réussi à l'injection pour la première fois au niveau mondial d'un gaz conforme dans le réseau de Gasunie à 70 bars. Il faut savoir que c'est directement en sortie d'un stockage souterrain, alors la pression doit être élevée pour pouvoir injecter. Et d'ailleurs, ben là, ils ont réussi l'année dernière, a eu l'autorisation pour installer, pour étendre leur installation à la phase 2, hein, qui passe à 20 MW aux 20 tonneurs. Et ils ont en même temps eu la confirmation d'un tarif de rachat pour tout le gaz injecté sur les 12 ans à venir, parce que cette deuxième installation, qui a été complétée par 4 unités de 4 tonneurs, bah, elle a vocation à fonctionner en continu. Voilà un petit aperçu de l'installation. Je vous donnerai 2 photos, je vous montrerai 2 photos après. Voilà l'essentiel. Vous avez différents intrants qui sont utilisés. Ils sont stockés dans deux silos et pré-traités. Et d'ailleurs, vous voyez en bas à gauche, là, le module unitaire de démonstration expérimentale au début. Et vous voyez
dans le bâtiment, il y aura 4 unités de 4 tonneurs qui sont installées. Et derrière le bâtiment, c'est l'épuration du gaz ou la transformation, on va dire, en davantage de méthane et le poste d'injection qui permet voilà, d'injecter le gaz renouvelable dans le réseau et qui peut être utilisé comme n'importe quel autre gaz naturel dans le réseau. Voilà quelques photos. Comme Tristan vous a déjà montré tout à l'heure, ce n'est pas un photomontage. Bon, la qualité, voilà, elle est peut-être pas la meilleure, mais vous voyez que c'est quand même un bâtiment assez impressionnant. Et vous voyez sur la partie à droite, la photo en haut, vous voyez les deux conteneurs de stockage de biomasse, et à droite et en bas à droite, vous voyez toute l'installation qui permet de méthaner avec une méthanation catalytique le gaz. En fait, le résidu d'hydrogène et de CO2 qui est encore contenu dans le gaz de synthèse, il est transformé également en CH4. Voilà, et au final, ce projet n'est pas fini avec la mise en service des 4 modules, parce qu'ils vont faire une extension dans la suite, à partir de 2024. Ils vont rajouter deux autres projets, et là, à chaque fois 40 MW, pour arriver à 100 MW sur le site d'Alkmaar. Et d'ailleurs, encore plus ambitieux, installer sur le port de Rotterdam une capacité de traitement de 400 MW et dans le nord à Eemshaven, qui est dans l'embouchure de la Ems, côté de la frontière allemande, également 250 MW, ce qui va les amener à pouvoir produire, si tout va bien, fin de la décennie, 6 TWh de gaz renouvelable avec cette technologie, et c'est de loin aujourd'hui le plus ambitieux plan avec cette technologie. Voilà, je passe la main à Mathieu. Merci Robert. Pour la dernière partie, je passe la parole à Victor Degbo, président de Winex, cabinet de conseil en digital spécialisé notamment sur la blockchain. Bonjour à tous. Merci Victor, on t'entend bien. Je profite encore une seconde pour dire que si vous avez des questions, notamment relatives à la présentation, n'hésitez pas à les poser dès maintenant. On aura 10 minutes d'échange à la fin et on pourra sélectionner les questions. Merci Victor, à toi. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je présenterai donc la présentation donc avec Sofiane. J'espère que Sofiane nous entend. Sofiane va nous rejoindre. Assez rapidement, donc je pense que alors les défis. Je pense que je vais démarrer la vidéo. Tac. Donc, ouais, je pense que tout est bon. Vous me voyez? On te voit et on t'entend bien. Très bien. Alors, donc, le défi de la filière, c'est, je pense que le principal, donc, c'est faire en sorte de pouvoir donc, mettre en place des business models qui soient adaptés aux différents secteurs d'activité, aux différents groupes d'intrants. Donc, on a parlé d'épuration d'eau usée, donc les boues et les digestats de boue. Tout ce qui concerne donc, la partie secteur de l'industrie agroalimentaire, les secteurs industriels spécifiques, la chimie, le papier. Donc ça, c'est le sous-groupe. Donc, on travaille notamment sur ce type de chantier. Donc, il y a aussi un élément qui est extrêmement important, c'est d'intégrer donc dans la dimension de business model, donc les coûts de fabrication, d'entretien, d'exploitation qui soient le plus compétitifs. Et pour cela, donc, c'est définir donc une taille industrielle minimale pour une installation de GH pour que cette installation-là puisse être rentable. Donc cette dimension-là est complètement comment dire, donc partagée par l'ensemble des membres du groupe GH Business Model. Et on travaille aussi sur une standardisation de l'approche modulaire. Donc notamment, Gaël l'a évoqué. L'idée, c'est cette approche modulaire. Donc ça va permettre de baisser les coûts, d'avoir une souplesse d'exploitation, puisque donc le fait d'intégrer plusieurs modules, ça facilite d'autant plus donc les périodes de maintenance, sans forcément donc intégrer donc un arrêt total de l'installation. Ces dimensions-là sont intégrées donc dans le travail que l'on effectue donc avec les différents membres du sous-groupe. Et à la fin, je pense que ce qui est aussi comment dire stratégique, c'est faire en sorte de compléter et de proposer une alternative aux filières de valorisation existantes, donc sont l'incinération ou la méthanisation pour les déchets, les résidus liquides et humides. Voilà, donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. C'est un complément qu'on apporte par rapport aux filières existantes et de faire en sorte que
d'augmenter donc d'autant plus cette valorisation des intrants en réduisant au maximum donc les déchets ultimes, voire donc faire en sorte qu'on ait comment dire, un taux de transformation quasiment donc proche du maximum souhaité. Et enfin, je pense que ce qui est aussi le défi, c'est vraiment d'intégrer la GH dans le concept de la bioraffinerie, dans la chaîne de valeur de la chimie verte, la chimie renouvelable, faire en sorte que tous les sels minéraux qu'on a en entrée se retrouvent donc à la sortie, qui puissent être réintégrés donc dans le système donc de production, dans le monde agricole, dans l'industrie, donc que le potassium ou le potassium, l'azote et autres qui sont issus de la GH puissent être complètement réintégrés donc dans la chaîne de valeur qu'a partagé Joël notamment. Et ensuite, c'est faire en sorte que ces éléments de coût et de revenus puissent assurer la cohérence de la chaîne de production globale que Sofiane va vous présenter dans le slide qui vient. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. C'est bon alors. Oui, merci Sofiane, on t'entend bien. Alors Sofiane Zalouk, responsable R&D chez L'Oréal, spécialisé notamment dans le traitement et la valorisation des déchets. Donc Sofiane va nous expliquer plus en détail ce que consiste le business model de la technologie. Merci beaucoup. Donc bonjour, je prends le contrôle. Je ne peux malheureusement pas mettre ma caméra, je ne sais pas pourquoi, c'est bloqué, mais ce n'est pas grave. Donc effectivement, au niveau de la chaîne de valeur et pour identifier les coûts d'investissement et d'exploitation d'une installation type GH, les travaux que nous menons actuellement au niveau du GT Business Model permettent donc d'identifier chaque brique au niveau de cette chaîne de valeur. Donc on a la famille des intrants qu'a présenté Robert avec différentes typologies d'intrants qui représentent des caractéristiques physico-chimiques différentes. Et donc ces intrants-là doivent être ou peuvent être, en fonction de leurs caractéristiques, doivent subir un pré-traitement donc pour les rendre admissibles au niveau des installations de gazification hydrothermale. On a les deux gros procédés catalytiques que Gaël a présenté tout à l'heure et non catalytiques, voilà, qui présente d'autres avantages par rapport au fonctionnement et d'autres spécificités. Et à partir de là, une fois qu'on sort du procédé, on a la transformation donc, des produits intrants en différentes catégories, donc les sous-produits liquides et solides. On a beaucoup évoqué donc la valorisation et les enjeux autour du phosphore, hein, la valorisation des sels minéraux qui représentent une valeur au niveau de ces procédés-là. Donc la partie gazeuse qui est composée d'hydrogène, de méthane, de CO2, donc avec une phase qui permet cette transformation en augmentant le taux de CH4 en passant par des procédés de méthanation, donc catalytiques ou biologiques, avec une épuration donc, qui permet d'avoir un gaz en sortie adressable au réseau de transport, au réseau de distribution et à différents usages, dont la valorisation de l'hydrogène ou en bio-GNV. Et une partie également, comme c'est un procédé qui fonctionne à haute température, donc une valorisation in situ via cette production d'énergie pour auto-alimenter le procédé et avoir une autothermicité. Donc ça, c'est par rapport à la chaîne de valeur et aux différents postes et briques qui sont étudiés pour la détermination des CAPEX et des OPEX. Si on s'intéresse maintenant au positionnement de la gazification hydrothermale au niveau des gaz renouvelables, hein, on a bien évidemment la méthanisation qui fait participer des déchets organiques fermentescibles, hein, largement industrialisés et matures aujourd'hui. Hein. À côté de cela, on a également pour tout ce qui est combustible solide, la pyrogasification qui est en cours de développement et la gazification hydrothermale qui arrivera un peu plus tard avec un développement avant 2025 via les gros démonstrateurs qu'on a vus dans les précédentes présentations qui adressent des biomasses liquides avec le panel qu'on a pu observer auparavant. Et à côté de cela, on a aussi le power to gaz qui adresse plus la valorisation, on va dire, d'énergie intermittente, d'électricité intermittente, une technologie de stockage énergétique qui prendra son essor avec justement le développement de cette énergie intermittente type éolienne ou photovoltaïque.
Donc, ce positionnement au niveau des gaz renouvelables se traduit également par des complémentarités au niveau des procédés. Si on parle de méthanisation, en sortie de méthanisation, on a donc des digestats où il reste de la matière organique qui peuvent être également valorisés par les technologies de gasification hydrothermale, mais présentent aussi une alternative par rapport à la méthanisation. Si on parle de terrain d'épandage saturé, la GH peut directement traiter les produits, les composés organiques, les effluents à l'entrée. Au niveau de la pyrogasification également, on a du char, de la matière organique solide qui sort avec, en sous-produit de la gasification, qu'on peut mixer avec d'autres produits liquides, pas que, pour permettre une valorisation. Et si les intrants sont aujourd'hui liquides, humides, on peut directement les valoriser via gasification hydrothermale. Ça représente aussi une alternative à tout ce qui est technologie de combustion, incinération, et également d'oxydation, où l'on est sur des procédés de co-combustion ou de monocombustion. Et si on a des effluents liquides, au lieu de les sécher et de passer par des phases intermédiaires, ça permet directement de valoriser ces intrants-là via gasification hydrothermale. Voilà un peu pour le positionnement et les travaux qu'on mène actuellement au niveau du GT. Je vais repasser la main à Oui, Victor alors qui je va te poursuivre. laisserai, je te laisserai passer les slides, donc, puisqu'on OK. on a 2 ou 3 minutes. Rapidement, je pense pour reprendre donc, la chaîne de valeur qui a été évoquée par Joël Tanguy, on voit très bien qu'on est vraiment sur un cycle vertueux, mais qui est aussi vertueux sur le plan économique. Et la maximisation donc, des différentes utilisations des produits et la revalorisation des sous-produits qui sont générés, faire en sorte que finalement, je pense qu'aujourd'hui, dans les procédés qui sont en cours sur tout ce qui est génération d'énergie renouvelable, je pense que la GA, c'est vraiment donc, le procédé qui génère le plus de valeur, parce que tout est utilisé et tout est transformé et tout est réutilisé. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important donc, à signaler. Le slide suivant. Donc, alors justement pour démontrer cette valeur-là, donc notamment donc en termes des coûts classiques sur la partie capex, opex, on voit très bien donc les coûts qui sont évités donc en amont, notamment sur tout ce qui est traitement spécifique de certains intrants contenant des micropolluants et autres. Donc on a vraiment quelque chose qui est assez marquant et différenciant par rapport aux autres filiales. On a tout ce qui concerne donc la partie opex sur la partie transport des déchets et résidus qui sont aussi également éviter. Et ça, c'est important dans l'équation économique de la GH. En termes de revenus, donc on a le tarif de gaz injecté, le tarif de référence qui peuvent évoluer. Donc clairement, je pense que c'est une action qu'on doit mener pour essayer de faire en sorte d'avoir donc le tarif le plus optimal. Et ensuite, donc, je pense que l'idée, c'est vraiment la valorisation de l'eau industrielle, donc la valorisation des sels minéraux et de l'azote, et ce qu'on appelle les sous-produits, qui sont des éléments déterminants dans cette nouvelle filière donc, que l'on souhaite exposer au monde. Je pense qu'on peut passer sur le slide suivant, qui est donc, je redonne la parole donc à Robert sur les conclusions. Oui, gardez la main sur le slide. Sofiane, si tu peux avancer, s'il te plaît. Voilà, voilà un peu, en conclusion, un peu notre feuille de route, parce que forcément, notre avenir, notre souhait, c'est d'arriver à l'industrialisation de cette technologie. Voilà, en premier, voilà, comme Tristan vous a expliqué, on veut essayer de soutenir le montage de premiers projets pilotes et démonstrations. La Carène, elle a déjà lancé avec GRT Gaz et d'autres un premier projet et on sait qu'il y a d'autres acteurs qui se préparent pour monter d'autres projets en France parce qu'on veut que ça devienne palpable, que ça devienne de la réalité et que les acteurs, les différents acteurs publics et privés peuvent le voir. Et d'ailleurs, voilà, en 2025, des premiers projets industriels d'ailleurs, voilà, un flux de projets qui nous amène vers un potentiel de production d'ici 2050 qui peut être assez important et tout à fait significatif à côté des autres filières de production de gaz renouvelable. Si tu veux bien passer voilà, à la dernière partie, voilà les principaux défis de la filière. On a déjà parlé voilà, des projets pilotes, c'est déterminant, c'est autant pour le rendre visible, mais bien entendu, ça sert aussi aux développeurs parce que c'est un peu leurs dernières étapes de mise au point, d'optimisation de leur technologie avant
la passation du stade de la maturité industrielle. Après, on a un gros travail réglementaire. On va essayer de faire en sorte que d'ici fin d'année, début d'année prochaine, on a préparé les éléments nécessaires pour qu'on puisse discuter avec les pouvoirs publics sur ces technologies et leur intégration dans le cadre réglementaire français. Après, on a un gros sujet autour des mécanismes de soutien, parce que forcément, au départ, à minima au départ, on a besoin de soutien de l'État. Les premiers investisseurs, forcément, ils portent plus de risques. Voilà, il peut avoir quelques suppléments de risques à apporter pour que voilà, chacun se retrouve quand même financièrement. Et d'ailleurs, on a aussi quelques challenges encore à soulever côté certains procédés innovants, notamment sur la valorisation des résidus, des sous-produits dont parlait Victor. Et d'ailleurs, tout ça, ça rentre dans les business models. Et là, voilà, on travaille sur différents secteurs et familles d'intrants. On a commencé avec les stations d'épuration parce qu'on pense que c'est le premier cas de figure et le plus intéressant. Et là, il y a le plus de pression des acteurs. Et on a nos amis de Suez, Veolia et SOR qui sont particulièrement intéressés par l'avancement de ce travail. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et on est à votre disposition pour répondre au mieux à vos questions. Oui, tout à fait. Merci Robert. Sans perdre du coup plus d'une seconde pour commencer les questions, on les a relevées tout au long de la séance par le chat. Nous vous remercions pour ça. On en a noté quelques-unes. On va recommencer dans l'ordre chronologique. J'ai une question de Monsieur Jumel qui me demande en fait si on a parlé des intrants déchirants d'élevage et des digestats comme intrants pour la gasification thermale. Quelles sont les perspectives de développement de cette technologie au sein même des exploitations agricoles? Je ne sais pas si, Robert, tu veux rajouter un mot. Oui, alors, je ne sais pas si la question vise en particulier l'implantation de la technologie dans des exploitations agricoles. Nous pensons que cette technologie est quand même, on va dire, il faut une certaine maîtrise technique. On a de la haute pression, on a des températures plutôt élevées, disons par rapport à la méthanisation qui s'implante bien dans le milieu agricole. C'est quand même une autre approche et une autre exigence sur la maîtrise technologique et technique. Et on pense plutôt établir des petits centres de traitement local qui vont chercher un peu comme on cherche le lait dans l'exploitation agricole, voilà, qui cherchent les résidus à 10-15 km autour du point de traitement et qui, ce point de traitement, soit au plus proche du réseau de gaz pour qu'on puisse minimiser aussi les coûts de raccordement et que, on va dire, l'approche business globale soit le plus efficace et que chacun y trouve son intérêt. Et aussi, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais vu qu'on a une approche modulaire, on peut traiter dans un module un type d'intrant et dans l'autre module d'autres types d'intrants, voire on peut faire des mélanges. Voilà, cette technologie est très souple de ce côté-là. Par contre, voilà, une fois on a défini un cadre pour une machine, il faut le maintenir, il faut être homogène en termes d'approvisionnement, sachant que c'est une machine qui fonctionne en continu 24 heures sur 24, il n'y a pas de variation à avoir. Voilà, j'espère avoir répondu. Merci Robert. J'enchaîne tout de suite avec une nouvelle question. Peut-on avoir un mot sur la constitution du groupe de travail en fonction des rôles de chacun? Donc, je vais me mettre aussi. Alors, la constitution du groupe de travail, comment dire, mon initiative de départ, c'était de disposer d'une panoplie d'acteurs qui représentent un peu tous les différents secteurs qui nous intéressent et qui sont importants dans la filière, pour la filière. Je pense qu'on vous a assez bien montré tous les aspects, aussi bien en termes d'économie circulaire, la technologie, les procédés amont-aval. Voilà, on touche à beaucoup de secteurs qui ne sont pas forcément en lien direct avec l'énergie, avec le gaz. Et voilà, la première démarche, c'était ça.
sachant que voilà, il y a toujours des acteurs qui manquent. On aimerait bien aussi avoir quelques acteurs supplémentaires du monde agricole, parce qu'on a déjà des demandes de certains agriculteurs qui justement ne peuvent pas épandre leur digestat et qui cherchent des alternatives. Ils peuvent épandre une certaine partie, mais il y a des quotas et voilà, ils sont limités au niveau local et ça ne fait pas de sens de commencer à transporter de 50 ou 100 km les digestats à gauche et à droite. Voilà. Par contre, on est tout à fait ouvert. Hein, si vous êtes intéressé de nous rejoindre, hein, c'est un regroupement volontaire. Il n'y a pas de cadre juridique, etc. Chacun vient parce qu'il veut apporter quelque chose avec son travail à la filière et c'est du donnant-donnant. L'objectif, ce n'est pas de s'asseoir à la table, d'écouter ce que racontent les autres, c'est de participer. Il y a des réunions de travail dans différents sous-groupes qui sont mensuelles, voire 2 fois par mois. Et on avance ensemble et chacun participe là où il veut et où il peut apporter quelque chose par son savoir-faire et les compétences de son entreprise. Merci Robert. Maintenant, je vais adresser une question à Victor Degbo, qui en a un petit peu parlé pour la partie business model. C'est toujours une question de Madame Clicquot-Demanque. Quelle taille minimale envisagez-vous à terme pour ces unités? Alors, c'est une très bonne question et c'est le sujet d'actualité. Donc, l'idée, c'est que justement, donc, avec Robert, on a construit donc, plusieurs modules donc, en termes de tonnageur. Et l'idée, c'est qu'en fonction donc, de l'équation économique qu'on va mettre en place sur chacun des modules en question, on va déterminer donc, voilà, ce qu'on appelle ce breaking even point, c'est le point d'équilibre en termes de tonnage pour que donc, un dispositif opérationnel GA soit rentable. Voilà, donc on travaille dessus, on a 3 scénarios donc, sur lesquels donc, ouais, on est actuellement en train de travailler avec le groupe et l'idée c'est justement de définir donc, la taille minimale et ça aujourd'hui on en a une idée, notamment à travers les différents pilotes et démonstrateurs, mais on souhaite aussi donc, avoir une conviction dans le groupe et je pense qu'on y est, on travaille, on approche le but, mais pour l'instant on ne peut pas communiquer donc, actuellement. Merci Victor. Ensuite, une question de Madame Cayetano concernant l'impact environnemental du procédé en lui-même. Est-ce que des évaluations ACV ou bilan carbone ont-elles déjà été réalisées sur les projets pilotes, par exemple? Là, sur cette question, je propose à Robert ou à Gaël, sur son unité pilote, de répondre si éventuellement... Ouais, donc là, on est en train d'effectuer une analyse ACV, mais malheureusement, on ne peut pas communiquer de détails encore sur cette analyse. Ouais. Pour ça, on a quand même besoin des résultats avec le pilote pour confirmer différents points. Ouais, je peux peut-être compléter par rapport à Gaël. C'est clairement un sujet. De toute façon, avec la directive européenne RED 2, on est obligé de se soumettre à cette approche-là. Et on le veut parce qu'on pense justement que l'ACV va nous apporter un argument supplémentaire pour démontrer tout l'intérêt de cette filière. Côté GRT-Gaz, on a prévu de lancer d'ici la fin d'année une ACV. Ça conditionne, c'est vraiment la condition de départ, c'est que, comme disait Gaël, qu'on a suffisamment d'éléments, suffisamment de données qui sont représentatifs. Et le pilote de Treatec et du PSI en fait partie, mais aussi le démonstrateur de nos amis hollandais, voire d'autres installations. Si on a suffisamment de données pour la lancer, on va le faire et au plus tard l'année prochaine, on s'attend à avoir des résultats là-dessus. Merci Gaël, merci Robert. Ensuite, on a une question de Monsieur Ferranc sur les tarifs d'achat. Y a-t-il un tarif d'achat effectif à ce jour et quelles seraient ses modalités de calcul? Donc là, je propose soit à Tristan ou à Robert de compléter. Oui, aujourd'hui, on n'a pas de tarif encore. Hein. C'est justement ce que je disais tout à l'heure. Ça fait partie du travail du GT et de la filière. C'est de pouvoir, à un moment donné, s'approcher des pouvoirs publics pour commencer à discuter. Aujourd'hui, la discussion en cours, c'est de pouvoir lancer les projets d'expérimentation, hein, comme ils sont définis dans la loi énergie-climat. Et là, voilà, la première étape, c'est de pouvoir les lancer et réaliser. Hein, le droit à l'expérimentation, il est inscrit. Maintenant, il faut lui donner corps et il faut définir le cadre, sachant que
ces projets de pilote et démonstration, ils vont pouvoir bénéficier d'un cadre allégé au niveau réglementaire pour justement pas les freins, les restreindre de ce côté-là et permettre une rapide mise en route, mise en œuvre de ces projets sous 2 ans. En tout cas, c'est ce qu'on cible et qu'on puisse, voilà, d'ici 2025, acquérir suffisamment de retours d'expérience pour passer au stade industriel. Et peut-être juste un mot complémentaire. Hein, ils n'ont pas forcément un sens pendant de longues années. C'est plutôt, il y aura sans doute plusieurs étapes. On est d'ailleurs en train de discuter sur d'autres sujets comme la méthanation. Et le principe est plutôt d'avoir l'accord sur un tarif pour une installation donnée. Donc, pour les premières installations, ce sera probablement des tarifs spécifiques. Et puis, une fois qu'il y aura un peu plus de connaissances, un peu plus de recul, il sera probablement possible à ce moment-là d'avoir un véritable tarif au sens où on l'entend dans le domaine de la méthanisation. Voilà. Donc, ça se travaille avec l'administration, avec la commission de régulation de l'énergie, et ça se fera très certainement en plusieurs étapes. Peut-être encore un complément de mon côté. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure dans l'exemple des Hollandais. Les Hollandais ont pu négocier avec leur tutelle de disposer d'un contrat de rachat sur 12 ans qui est, on va dire, au niveau rémunération, qui est équivalent à ce que touche un méthaniseur, disons un producteur de méthanisation aux Pays-Bas. Hein. C'est pour tout le monde, c'est les mêmes conditions. Et voilà, ça vous donne un premier aperçu de ce que ça pourrait être en France aussi. Merci Robert, merci Tristan. Alors j'avais oublié une question, celle de Madame Clicquot-Demanque encore. Quels ont été les progrès des 18 derniers mois sur cette techno? Y a-t-il encore des verrous à lever? Par exemple, elle cite les nouveaux catalyseurs ou l'extraction des sels minéraux. Quelles attentes de ce point de vue-là? Donc, je pense que Gaël Peng, qui a bien travaillé sur des challenges technologiques, il y en a pas mal. Hein. On résout presque tous les jours, j'ai envie de dire. Donc, ouais, clairement, les catalyseurs, hein, c'est aussi un gros challenge. Ils fonctionnent, hein, ils sont très actifs. Maintenant, c'est plus la question de la stabilité. Donc, voilà, ça doit être aussi acceptable pour finalement les coûts opérationnels. Hein. On ne peut pas avoir des surcoûts à cause du catalyseur. Donc, voilà, c'est un point sur lequel on travaille. Et ça, c'est un peu notre cuisine à nous. Donc, voilà, c'est aussi, on est un peu les seuls à travailler avec un catalyseur. Ça nous permet clairement de travailler dans des conditions voilà, plus douces, mais il y a quand même voilà, des challenges. Ça demande beaucoup de travail et de connaissances dans la catalyse. Je dirais que c'est des plus gros challenges. Peut-être aussi la récupération des minéraux. Donc, ce n'est pas juste récupérer les minéraux. Hein. Ça, on le fait sans trop de problèmes. Mais après, il faut les valoriser. Et on avait mentionné aussi, je crois que c'était Jean-Baptiste qui avait mentionné qu'en Suisse, dès 2026, voilà, on sera en fait obligé de récupérer le phosphore à partir des bouts d'épuration. Donc voilà, là maintenant, on doit trouver des solutions pour extraire le phosphore, mais pas seulement, il faut ensuite le valoriser en produits phosphorés. Donc ça, c'est aussi un projet qu'on a commencé maintenant, notamment soutenu par l'Office fédéral de l'environnement. Et ça, c'est aussi un beau challenge. Gaël, j'en profite. Pardon. Oui, peut-être juste pour compléter ce que disait Gaël, il faut être conscient que chaque technologie a des stades d'avancement de technologie qui ne sont pas identiques. Hein. Chacun n'est pas au même stade d'avancement. Et comme on a pu montrer avec SCW Systems, ils sont déjà très avancés. Ils vont normalement, si tout va bien, passer déjà cette année quasiment le stade de la maturité industrielle. Hein. Ça reste encore à démontrer parce qu'il faut bien entendu que leur système puisse fonctionner en continu tout le temps. Mais c'est clairement leur objectif. Leur technologie en base, elle fonctionne. Maintenant, c'est, on va dire, la durabilité du fonctionnement qui reste le dernier challenge. Et il est pareil pour Triatech et d'autres développeurs. Mais voilà, on a déjà des cas où on est très proche de la maturité. Et voilà, ça donne aussi, on va dire, la motivation et l'espoir de chacun des acteurs et les développeurs en premier que voilà, c'est tout à fait faisable et c'est pour ça qu'on pousse tous en faveur de cette filière. Ouais, je vois qu'il y a aussi une question par rapport au fait que au catalyseur, ouais. recyclable ou non.
Donc oui, il est recyclable. Maintenant, on a aussi développé des méthodes de régénération directement. Donc ça, on peut faire directement une fois le catalyseur usé. Et voilà, ça c'est aussi très intéressant. Ça nous permet, voilà, par des procédés, je ne vais pas mentionner les détails, mais on peut aussi le régénérer directement dans le réacteur. Et ça, c'est la clé. C'est clair, une fois qu'il est vraiment, usagé, là, on travaille avec un producteur, avec un fabricant, et lui, justement, il développe aussi des méthodes pour le recycler. Donc, c'est essentiel. Clairement, si on ne peut pas recycler ou régénérer le catalyseur, à mon avis, ça va être très compliqué de travailler avec un catalyseur. Donc, ça, c'est un point vraiment essentiel. Merci Gaël. Alors, il nous reste 3 minutes. Je pense qu'on va prendre une ou vraiment 2 questions maximales, parce qu'on a un rendez-vous presse ensuite à 11 h. Je m'adresse à Joël Tanguy. Pour le traitement des bouts de steppe, quel serait le rayon de collecte envisageable autour d'une gazéification thermale collective et quelle taille idéale de traitement de l'installation? Ça rejoint un peu la question de tout à l'heure. Oui, sur la taille, on rejoint la question qui a été répondue par Victor. Concernant la distance, qu'on parlait effectivement d'analyse, que ce soit bilan carbone ou ACV, bilan carbone de fonctionnement, effectivement, il faut essayer de limiter à un moment ces distances et la logistique qui est liée, même si dans l'esprit, on peut dire que si on fabrique du BioGNV et que cette logistique est réalisée au BioGNV, on va réduire l'impact carbone de cette logistique, mais de là à dire vraiment la distance, cela dépend vraiment de la production sur l'installation et du coup du dimensionnement qui va définir un peu les limites environnementales aussi pour pas avoir un impact qui serait lié à cette logistique. Ouais, peut-être en complément à ce que je disais tout à l'heure, on avait fait une première approche vraiment très, très macro. Si on génère des cercles de diamètre 20-30 km, voilà, on peut capter à travers 400 à 500 installations en France, on peut quasiment capter tous les intrants français, quoi. Ça vous donne un peu un ordre de grandeur et c'est quelque chose qui nous semble faire du sens parce qu'on reste dans la localité et on a des distances de transport qui sont extrêmement courtes et qui justement complétées avec des carburants comme le BioGNV, bah, ça peut vraiment faire du sens et on peut avec, on va dire, un camion ou deux, on peut déjà faire beaucoup de choses assez facilement, quoi. Merci Robert. Il nous reste vraiment une toute dernière question. Je vais prendre celle qui vous demandait en fait le prix en kilowattheure pour ce genre d'installation. Qu'est-ce que Gaël, éventuellement, tu aurais des ordres de grandeur ou en euros par tonne de matière sèche à l'avenir pour ce genre d'installation en termes de CAPEX? Ouais, bon, c'est quand même plusieurs milliers d'euros par tonne de matière sèche pour les CAPEX et quelques centaines d'euros pour les OPEX par tonne de matière sèche, mais je ne vais pas donner plus de détails. Bon, j'aurais essayé pour vous, pour essayer de trouver de l'information. Finalement, voilà, nous, on doit être clairement compétitif avec, voilà, avec l'incinération, donc même moins cher. Donc voilà, c'est le challenge, sinon c'est un no-go, notamment voilà, pour traiter les bouts d'épuration. Bon, Merci. C'est clair, l'objectif pour nous, c'est d'être au même niveau que les autres filières gaz renouvelables et être moins cher que l'incinération. C'est clairement, de ce côté-là, c'est pour nous un objectif important. C'est un des arguments qu'on essaye de faire valoir et bien sûr, dans notre approche business model, il faut qu'on puisse le démontrer. Et c'est pour ça aussi que nos amis des déchets, Suez et Veolia et Exor sont avec nous. C'est au cœur de nos travaux. Merci à tous. Il est 11h01. Plus qu'à remercier tous les panélistes pour cette conférence. 150 participants ont suivi la session. Merci à tous pour leur contribution au niveau des panélistes et pour la participation aussi au niveau du chat. Les présentations et rediffusions des conférences seront publiées dès que possible sur Bio368. On espère vous accueillir à la prochaine session à Nantes. Nous aussi, on espère y être. Merci à tous.